Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live. Nous sommes en direct du fameux restaurant de la Chenette, situé au 1400 rue Yves-Blais. Et encore une fois, vous l'aurez deviné, cette semaine, nous allons dans toutes les directions et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kimarina Flashback. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, les 2 dernières années éprouvantes que nous avons vécues ont provoqué une vague d'adoption et d'engouement pour les animaux de compagnie. Et évidemment, l'arrivée au sein d'une famille d'un chat ou d'un chien apporte son lot de responsabilités et d'adaptation. Il est donc important de bien évaluer le tout avant de prendre une décision. Et notre spécialiste en comportement canin aujourd'hui nous présentera donc une chronique sur le sujet afin que la décision soit bien éclairée. Nous recevrons Maryse Chauvette, dirigeante chez J'aime ton chien. Le titre de sa chronique d'aujourd'hui, les responsabilités et raisons pour l'adoption d'un chien. Mais tout d'abord, notre premier invité place à la musique et spécialement au dance music. Son CV musical bien garni remonte au début des années 80. Nous allons évidemment comparer les époques jusqu'à aujourd'hui, mais il sera surtout intéressant de philosopher musicalement avec elle, puisque sa vision et sa vaste expérience comme DJ combinée à son verbe en font une experte en la matière qui explique et comprend le dance music avec beaucoup de nuances et de couleurs. Donc avec nous pour parler de son parcours de musique et de club, une femme qui en a vu et qui en a fait jouer des tubes, l'expérimentée DJ Suzanne Etier. Bonjour Suzanne. Bonjour Stevie, merci pour l'invitation. Bienvenue. Bien content de parler avec toi parce que dans l'émission, la musique fait partie comment je pourrais dire, de ce qu'on apprécie le plus, moi personnellement. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau avec toi. Tu as une longue feuille de route, c'est ça, on va l'aborder, mais on va surtout philosopher ensemble sur la musique, parce que la musique, ou être DJ, c'est pas seulement connaître des titres, non. Ou c'est pas seulement parler de clubs. Toi, tu as une profonde compréhension de la musique et des clubs, mais toi qui es DJ depuis plus de 40 ans, es-tu nostalgique parfois? Nostalgique? Oui, nostalgique par rapport à la musique des années, disons, 80. Non. Moi, là, je vis pas dans le passé, hein, mais je m'en sers. OK. OK? Alors, la nostalgie, oui, j'ai des bons souvenirs. Tu peux pas effacer ça, des bons souvenirs. C'était une bonne période, de la belle expérience que j'ai appris durant tout ce parcours-là, mais ouais. Je vis pas dans le passé. Ah, ça, j'aime bien. Mais je m'en sers. Tu as su te renouveler. Oui. Parce que ça, c'est bien important pour les DJ. Oui. Ma question suivante, on va parler des contraintes qu'on a vécues depuis 2 ans. On ne va pas s'attarder nécessairement à la crise du COVID, parce qu'à un moment donné, on a soupé. Mais suite à cette crise, est-ce que les clubs et la demande vont reprendre en force, ou ce sera difficile, les mœurs et la consommation de musique à trop changer? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un courant qui a changé. Je pense pas que ça va revenir comme avant. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de discothèques ou de places pour danser à part des événements. C'est des événements qu'ils font. Ils vont remplir des stades olympiques, des beach clubs, tout ça, c'est des gros événements. Mais c'est des restos-bars aujourd'hui. C'est plus des oui. clubs comme tels pour danser. Puis je vais renchérir sur ce que tu dis. Parce qu'on va parler aussi de l'époque dite disco. Ça va être difficile à revenir à ce mouvement, parce que c'était un mouvement, c'était la suite du mouvement hippie, je veux dire, c'était la légèreté, on a du plaisir. C'est que maintenant, ça prend un permis de piste de danse, et ça vient contrecarrer plusieurs propriétaires de clubs, parce que ça coûte de l'argent, et c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi les Boston Pizza, les Houston de ce monde engagent un DJ, et les gens dansent à leur table. Et ça, je pense que c'est vraiment une nouvelle époque, et c'est triste pour ceux qui voudraient revivre la période des pistes de danse. On se croirait presque dans Footloose, là, pas le droit de danser. Je veux dire, oui. Ça prend un permis pour danser, je veux dire. Fait que c'est sûr que ça vient. Puis aujourd'hui, avec le virtuel, avec toutes les plateformes, des DJ en pleut, là, je veux dire. Fait que ça a changé. Oui, comme tu le disais si bien en pré-entrevue, c'est facile de s'auto-proclamer DJ, mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre la vibe, comme tu le dis, pour reprendre tes termes, à transmettre à une autre personne. Mais la musique a changé aussi, hein. Là, c'est différent aujourd'hui. On a beaucoup de... On va dire du house, mais ça se décline en beaucoup de versions. Il y a du house aussi. Mais c'est toujours sur le même beat, c'est toujours répétitif, c'est beaucoup répétitif. Fait que c'est plus la musique d'avant qui était beaucoup orchestrale ou plus élaborée, je dirais, avec des textes, des paroles, des histoires. Mais là,
on joue plus avec ça, là. Fait que c'est différent. Oui, ça correspond aussi à l'époque. Oui, exact. Parce que là, on est dans une époque, c'est peut-être pour ça que ça va être plus difficile pour ceux qui sont nostalgiques, qui voudraient revivre l'époque disco, dance music. Ouais. C'est que maintenant, dans la société, c'est beaucoup la rébellion, tout ça, tandis que dans le temps, il y avait une certaine légèreté. Tu sais, comme je disais tantôt, c'est la suite du mouvement hippie, le disco. Toi, ce que tu dis aussi, quand on parlait des gens qui dansent à leur table, tu t'es déjà fait dire, c'était une des anecdotes savoureuses que tu m'as racontées, fais pas jouer trop de la bonne musique, les gens, ils boivent pas. Ah, ça c'est une place où je travaillais, puis c'était bien populaire, puis il y avait beaucoup de monde, puis à un moment donné, les hits de l'heure, mais moi, je joue de tout, hein, fait que c'est varié, là, j'ai besoin de temps, là, tu sais, parce que je peux jouer beaucoup. Mais les meilleures chansons, je veux dire, je jouais 3 fois dans la même soirée, la même tune. Oui. Mais là, la personne vient me voir, tu mets ça, puis tu le remets, puis ben là, j'ai joué 3 fois, tu sais, puis tout ça. Mais là, on a le plancher bien plein, puis là, la gérante vient me voir, elle dit, ben là, ça marche pas. Comment c'est qu'est-ce qui marche pas? Elle dit, là, le monde, il n'arrête pas de danser, ils boivent pas. Mais là, c'est quoi ma job, je veux dire? Fait qu'elle a voulu subtilement que je fasse comme... disons, clairer le plancher de danse un peu pour que le monde puisse aller ça. Bien, une anecdote aussi que tu m'as racontée, tant qu'à y être, c'est, tu avais, je crois, une cliente qui était très insistante. Oui. Et je pense que tu as été d'un geste qui voulait tout dire et qui a peut-être coûté 30 $. Ben, je suis pas violente, là, mais... ça va faire, ça. on va aller régler le problème. Ben, c'est ça, je veux dire, oui. Elle voulait que je rejoue toujours la même chanson, fait que j'ai dit, ben là, je peux plus la jouer, il est cassé. Mon disque est cassé. Ben, elle dit, non, tu l'as joué tantôt, j'étais là. J'ai dit, attends une minute, j'ai pris le disque, j'ai fait ça, je l'ai brisé, j'ai dit, là, il est cassé. Fait que ça allait arrêter là, mais je veux dire, parce ça, c'est pas le genre de choses. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur le DJ, parce que les gens, je l'ai entendu souvent, c'est des DJ avec qui j'ai travaillé, ils nous prennent pour des jukebox. Oui, exactement. Mais tu sais, aussi, j'essayais de se faire comprendre que je pouvais pas jouer tout ça, toute la soirée, la même chose. C'est ça. On va pas répéter là, sans arrêt. Mais Suzanne, je t'écoute parler, je vois que tu as du caractère et tu comprends pourquoi je demeure aussi poli avec toi. Je veux vraiment pas de problème. Mais poursuivons. Le terme disco, je pense que c'est un temps qui est... c'est un terme et un temps qui est révolu, mais c'est surtout un terme qui a été un petit peu ridiculisé, qui finit par nuire à cette époque-là. Et toi et moi, on en a parlé, les stations commerciales qui font toujours jouer les mêmes hits. Moi, Dancing Queen et Just Illusion, je commence à être tanné de l'entendre. Puis je pense que c'est ça, le phénomène des tunes brûlées. Tu ne vas pas aller chercher les jeunes en leur faisant toujours jouer Footloose. Il faut que tu élargisses un peu ce que tu fais jouer. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des chansons, ça devient commercial, c'est certain, puis les gens aiment ça. On va leur donner, c'est certain, mais il y a d'autres choses alentour de ça, là. Puis à l'époque, il y avait des clubs spécifiques pour... le disco, c'est large aussi, là. Quelle sorte de disco on parle, là? C'est-tu des Bee Gees? C'est ça? Oui, ça peut l'être, mais ça peut être d'autres choses aussi qu'on peut... il faut être ouvert un peu d'esprit, puis de vouloir aller voir ailleurs aussi, là. C'est assez large, fait que... de toujours rester dans le même créneau, ça devient redondant à un moment donné. Moi, je peux pas faire ça, là. Et une chose que tu m'as dite aussi, moi je l'ai constaté avec l'expérience que j'ai des clubs, c'est plus facile pour un DJ, et ça les gens vont peut-être être surpris, mais c'est plus facile pour un DJ de jouer dans un gros club. Ben oui, c'est impressionnant un gros club, c'est vrai, quand on pense à ça, mais plus qu'il y a de monde, plus que c'est facile. Oui. Je veux dire, l'effet domino se fait tout seul. C'est pas là que tu vas te casser la gueule, c'est dans un petit club de 50 personnes. Convaincre 10 personnes d'embarquer sur le plancher de danse quand il y en a 12 dans la place, ben c'est plus difficile que quand il y en a 1500 ou quelque chose comme ça. Là, ça va tout seul. Ça prend beaucoup d'humilité pour être DJ. Ça, c'est ma question, parce que ce qu'on remarque parfois, l'ego du DJ prend toute la place. Exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai connu ça, un DJ qui va te faire jouer, là, il est parti, puis il va te faire jouer 8 tunes en 10 minutes. Il ne pense pas aux danseurs, parce que c'est pas vrai qu'un danseur aime ça, de voir les tunes changer une après l'autre en dedans de 30 secondes. Il ne sait plus comment danser, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que le DJ pense à lui, il veut montrer qu'il en connaît.
mais il ne pense pas aux danseurs. Donc, l'ego du DJ ne doit pas être trop présent. Ben, Ça prend de l'humilité. Ben oui, mais il ne faut pas penser qu'on est meilleur que tout le monde non plus. Puis il y en a tous, sont tous bons. Puis moi, il y a plein de monde qui m'inspire encore, puis que j'apprends encore de eux, juste en les écoutant ou en les regardant. Tu sais, t'es jamais au-dessus de tes affaires. Puis il faut respecter ta foule aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut respecter ta foule. C'est pour eux que tu joues, mais pour toi aussi, parce que tu aimes ça. Mais c'est ça. On n'est pas là pour faire un spectacle. Là, c'est pour jouer leur chose à eux, qu'ils soient contents. T'sais. Là, je pense qu'un DJ qui manque d'humilité, ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est un milieu aussi où tu parles avec beaucoup de gens, et si tu as la tête enflée, ben, ça ne durera pas. Bien, soit que les gens vont se tanner de cette personne-là, ils vont dire « Ah, lui, il joue tout le temps comme ça, puis je suis tanné. » C'est ça. Puis, dans son milieu à lui, il va se faire tasser aussi. On va énumérer certaines places où tu as joué, parce que la liste est quand même assez longue, et des gros clubs. Toi, le Limule, c'est un endroit qui a marqué l'imaginaire. Ça a été un des premiers endroits où tu as joué. Oui. En 1980 aussi, tu as joué dans le fin fond de Saint-François. Tu me disais c'était un bar-salon. Ça, c'est le Limule, c'est ça? Exactement. C'était spécial de jouer là? Tu as des souvenirs encore en tête? C'était ma première comme vraie place. Puis moi, j'étais avec mon frère. C'était avec mon frère qu'on a fait de la disco mobile avant ça, etc. Puis, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est ramassé là, mais notre rêve, c'était d'être DJ dans... Puis ça, c'était un bar-salon. Puis, je veux dire, j'ai fait mes premiers pas dans un club, si on peut dire ça comme ça, là. Puis ça, c'était mémorable, là, je veux dire... Ben oui, c'est ça. Puis, de 82 à 85, au Disco Bleu, c'était un autre club qui a marqué l'histoire des clubs. Je veux dire, les gens qui sortaient dans ces années-là s'en rappellent. Ah oui, tu as eu beaucoup de plaisir à jouer là. Oui, quand même. Et le Bilitis? Ah, ça, c'est venu après. De 85 à 89 sur Saint-Denis. Oui. Parle-moi de l'endroit un peu, parce que ça semble être un endroit qui t'a marqué et qui était spécial. Ça n'a pas marqué juste moi, ça a marqué bien du monde, m'en parle encore aujourd'hui. Ça a été une explosion pour moi quand je suis arrivée là, parce que là, j'avais carte blanche pour jouer ce que je voulais. Mais j'ai réussi ça, de garder du monde, justement, je pouvais faire jouer Dancing Queen, puis je pouvais faire jouer, je sais pas moi, PIL avec. Le monde restait, personne chialait. C'était vraiment la folie. C'était la belle époque. Ah oui. Ça, c'est une bonne... Puis, en 1990, c'était à Montréal, sur Rachel et Lanaudière, au bout du quai qui est devenu l'Entente. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis aujourd'hui, c'est des condos qu'il y a là, je crois, qui ont transformé. Tout a été démoli. Oui, puis c'est ça. Mais j'ai fait beaucoup de petites places entre ces places-là. En 90, j'ai travaillé au Laser 2 à Brossard, tout un été, avec mon frère. Et puis après ça... C'est le plus gros club où tu as joué? Un des plus gros, oui. J'ai fait un petit séjour au chapiteau à Saint-Hyacinthe, mais c'était un remplacement que je faisais. Là. Ça, c'était gros, ça avec. Puis un club gay aussi où tu as joué, le Pont de Paris en 91. Les Ponts de Paris, ça, c'est un vieux club. Les Ponts de Paris. Les Ponts de Paris. Okay. C'était un bar, avec orchestre et chanteuses et tout ça, là, tu comprends, mais il y avait une partie disco aussi, discothèque. C'est parce qu'il y avait un orchestre qui jouait. C'est ça, entre les prestations. Entre ça, il y avait un jukebox sur le stage, OK? Puis moi, je me disais, mon Dieu, il devrait y avoir un DJ. Moi, y aller, moi, en tout cas, c'était comme un peu... Mais ça, c'est dans les années 78 à peu près, là. Puis plus tard, par après, dans les années 90, il y a eu d'autres vocations à cette place-là. Et puis, ils ont fait d'autres clubs, etc. Okay. Ça s'est ramassé ça a viré en discothèque, en fait, vraiment, là. Tout le stage, c'était la cabine du DJ, ça, tu sais, tout... Puis j'ai fini par travailler là. En dernier, ça s'est appelé le Factory. Ben c'est ça. Tu me disais que toi, ça a été un rêve de jouer au Factory. C'était comme faire la Ligue nationale pour un joueur de hockey. Non, c'est pas celui-là. On s'est peut-être mal compris. C'était le Laser 2, en fait. C'est ça a été... gros club, les ligues majeures. C'est là que tu as le plus vibré.
Oui, mais au Bilitis, c'est dur à battre comme, Ouais. comme émotion. Là. Puis c'est pas le nombre de personnes. c'est ça, pas ça c'est vrai. C'est pas Oui, pareil. j'ai travaillé dans des endroits qui n'avaient que 200 personnes. Ouais. Puis le nombre de personnes ne fait pas l'atmosphère nécessairement. Non, Puis c'est c'est là que ça soignait le plus. Ouais. Tu fais de la radio web. Oui. On va faire une publicité. Ça s'appelle AC Excité. Bon, oui, ça c'est de la radio web. C'est mes amis, un de mes amis qui Ça fait déjà 5 ans que tu fais ça. oui, avec lui. C'est une fois par mois. Mon show, il est une fois par mois. Le deuxième samedi du mois, c'est un show de 2 heures. ACXIT qui fait AC Excité. Assez excité. Mais nous autres, dans notre jargon, on appelle ça Axit. On se comprend comme Ouais, ça. c'est ça. Je joue sur Axit à soir. C'est ça. Et moi, je t'ai connu sur le FM 103.3. Oui. La radio allumée de Longueuil. Et Oui. on peut t'entendre le dimanche dès 22h. Et tu fais bien ça, je vais te le dire. C'est comme ça, c'est à ce moment que j'ai décidé de prendre contact avec toi. Et le courant passé, tu es ici, je suis bien content. Donc, on peut t'entendre au FM 103.3 les dimanches à 22h. Oui. C'est une rare station qui, les week-ends, est beaucoup consacrée à la musique des années 80-90. Oui. Le bon vieux dance music. Oui, eux, leur concept, le concept qu'on a, c'est vinyle 360. On est 4 DJ, on a Ouais. 1 heure chacun, chacun notre style différent. Et puis, ça part des années, on va dire 50, 60, jusqu'à l'an 2000, Oui. mais on ne dépasse pas l'an 2000. Ok. La musique doit être dans ça. Oui. Mais on a chacun notre style. Une autre erreur des DJ, on en a parlé toi et moi, j'en ai parlé aussi avec plusieurs DJ, la fameuse chaise berçante, Oui. où le DJ, comme on dit en bon québécois, joue safe. Et tu peux remarquer, si tu tiens dans un endroit, que les mêmes chansons jouent à peu près aux mêmes heures, parce que lui ne prend pas de chance, il va te faire jouer à telle heure, telle chanson, sachant qu'il y aura une réponse. Mais je pense que ça, c'est un des pires ennemis du DJ, la fameuse chaise versante. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu quelque chose que tu as en tête quand c'est le temps de faire des prestations ou de préparer des shows? Tu dis là, il ne faut pas que je sois redondant, il ne faut pas justement que je tombe dans la chaise versante. Je pense pas à ça. Moi, Non. non, c'est sûr qu'on a un plan déjà, on sait ce qu'on va jouer, ce qu'il faut jouer pour notre monde, mais je dis, moi, je fais de la construction. Ça veut dire, je construis à mesure, je bâtis à mesure, puis si ça ne marche pas, je défais, puis je refais. C'est ça, c'est comme ça, je travaille avec la vibration qu'il y a là, avec le monde qu'il y a là. tu sais. As-tu autant de plaisir à faire de la radio et du préenregistré? Moi, je présume que non, que d'avoir une foule devant toi. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil parce qu'à la radio, là, c'est préenregistré, c'est préfait, on envoie ça. C'est ça. Sauf que là, je peux me tromper, je peux recommencer, je peux réétudier mon affaire, je peux recommencer, c'est pas bon. Ouais. Mais. Tu as carte blanche aussi. Oui, bien, carte blanche. Au FM 103, tu... Ouais, ben, au FM 103, je dois respecter Oui. mais j'ai carte blanche pareil dans C'est ça, ça. là, tu sais. Mais c'est ça, faire du différé comme ça, ben, c'est plus parfait parce que j'ai pu recommencer si je me trompe. C'est ça. Puis les gens écoutent, ils dansent pas là, ils écoutent. Fait que les mix C'est sont plus tellement travaillés. bien dit. Les mix sont plus travaillés. Ah, que j'aime ce que tu dis. C'est parce tellement que là, vrai. t'écoutes là. Fait Faut que que, tu sois parfait. ben, tu sais, je veux dire, puis moi, je fais beaucoup de transitions, je joue Oui. beaucoup d'affaires. J'ai remarqué Je vais ça. vous emmener à quelque part, tu t'en rendras pas compte. Ah oui, je vous la recommande, elle est très bonne. Est-ce qu'on est meilleur DJ avec l'âge? Parce qu'il y aurait aussi le contrebalan, c'est qu'on a peut-être moins de fougue, ou on prend des mauvaises habitudes. Mais est-ce que tu te considères meilleur DJ aujourd'hui que, disons, en 1981? Ben, on peut dire oui. C'est sûr que quand tu es dans cette époque-là, tu as l'expérience que tu as, Oui. puis tu en prends plus. C'est ça. J'ai fait des concours aussi de DJ, donc ça m'a amené, tu sais, mais avec le temps, c'est sûr qu'on s'améliore, puis on a une autre vision. Puis, ben, Plus de cordes à son arc. Oui, exactement. Puis moi, j'ai un gros bagage musical. Fait Ouais. que là, Si je veux te dire un titre et essayer d'en dire un que tu ne connais pas, j'ai besoin de me lever de bonne heure, je pense. mais j'ai pas de mémoire. Fait que, Ah, OK. fait que je suis pas une bibliothèque là, Ben oui. Ben moi, je te considère comme une bibliothèque, Suzanne. On voit que tu n'as pas la tête enflée, mais c'est le cas. Regarde, ça fait 40 ans et plus que tu es DJ. Je veux dire, tu en as vu, comme je l'ai dit dans la présentation. Dernière question avant la pause. C'est une question classique posée à tous les DJ d'expérience, nostalgiques ou pas.
Est-ce que le dance music est meilleur aujourd'hui ou plutôt celui des années 80-90? Et si oui, pourquoi? La réponse, c'est non. Il n'y a pas une époque meilleure que l'autre. C'est différent? C'est différent. Puis il n'y a pas de mauvais temps, puis de meilleur temps, puis le bon temps, c'était quand? Le bon temps, pour moi, c'est aujourd'hui. Oui. Mais le bon temps, si on était en 1978 ou en 85, ben c'était le bon temps aussi. Ben, c'est peut-être aussi la façon de vivre en société qui était plus propice à avoir du plaisir, comme on le disait tantôt. C'est que dans les années 80-90, je pense qu'on avait moins de soucis qu'aujourd'hui. Là, on est dans un monde parfois un petit peu mélangé. Suzanne, on va prendre une petite pause. Parfait. J'aime bien ce qu'on fait présentement. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenais. C'est un endroit imbattable. Quand on parle de bon repas, l'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge La Chenais. C'est un restaurant de choix qui vous attend. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Le menu est complet. Je donne le numéro de téléphone pour les livraisons et les réservations dans le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'une DJ qui a beaucoup d'expérience. Nous parlons de dance music d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes avec DJ Suzanne Etier. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez l'infestation. Et vous avez compris, ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-6706. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le Centre du Bonheur, avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, c'est l'endroit pour vous. On s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217-54-75. Suzanne, beaucoup d'avantages. C'est un métier, être DJ qui vibre et qui fait vibrer. On fait des rencontres multiples. On jouit d'une certaine reconnaissance, pour ne pas dire une reconnaissance certaine. Parce qu'un DJ, c'est un petit peu une vedette, veut pas, dans un club qui fonctionne. Mais c'est quoi le plus difficile du métier de DJ? Oh, c'est une bonne question, ça. Le plus difficile, dans le fond. Ben, parce qu'il y a sûrement un aspect ou deux que parfois, il y en a qui vont dire les heures, parce que tu vas te coucher tard. Ouais. Mais c'est quoi le plus difficile du métier de DJ? Ben, quand on a 20 ans, 25 ans, si on joue pas, si on travaille pas nous-mêmes dans le club, on va sortir puis on va se coucher quand même à 7 heures le matin. C'est sûr qu'avec l'âge, on peut plus... même si on voulait, on ne peut plus faire ça. Là. Tu ne devais pas travailler dans un club 3 soirs semaine comme avant? Non, mais moi non plus. Non. C'est pour ça que, rendu à nos âges, c'est mieux de faire de l'événementiel. Oui, tu sais, je veux dire, un événement de temps en temps, ça c'est parfait. Puis souvent, les événements qui sont faits, ça finit à minuit ou ça finit à 11h, minuit, on va pas se coucher. Exact. Mais, il est temps d'aller faire dodo. Oui, c'est ça. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de la véritable drogue du DJ, un club rempli à craquer qui vibre et qui réagit au son des choix du DJ. Avoir connu cette extase, c'est difficile de s'en passer, je crois. Moi, à titre d'animateur, j'ai connu ça et effectivement, personnellement, j'ai vécu peut-être les plus beaux moments de ma vie professionnellement. Mais parle-moi de cette drogue, l'espèce de dopamine du DJ. C'est difficile d'aller faire dodo après. Ben oui, là, c'est certain, il y a de l'adrénaline là-dedans, mais je veux dire, c'est une extase. Hein? Moi, j'appelle ça de même. C'est le mot. Oui, il y a de l'énergie, ça se sent. C'est une extase, en fait, là, quand il y a des réactions. On n'a pas besoin de prendre la drogue, je veux dire. Il y a tellement de gens heureux autour aussi. Puis c'était ça, ma drogue. C'est ça, ma drogue. C'est avoir les réactions des gens. Le résultat de ce que tu as fait, puis c'est ça ma job, d'aller les chercher, de les faire réagir, etc. Puis quand ça marche, ben là, c'est ça. Puis quand on trouve des
mix, mettons, tu sais, là, c'est une autre émotion encore, tu sais, fait que... Et quand tu termines à 3 heures, Ouais. spécialement à l'époque des vinyles, où tu as des caisses, je ne sais pas si tu as connu ça, là, des caisses de disques, ben oui. c'est difficile d'aller faire dodo avant 6 ou 7 heures. Ben, Parce que tu sais, si on va au restaurant après. ben c'est ça, tu sais, c'est ça, on se couche à 7 heures, tu sais. Maintenant, question suivante qui complémente, je pense, celle-ci. Toi qui es à l'écoute de ton auditoire, parle-moi de cette faculté innée et acquise avec les années par le DJ qui arrive à comprendre et ressentir ce qui se passe sur un dance floor pour maintenir ou créer une ambiance, une espèce de sixième sens. C'est avoir du pif. Ça peut être peut-être difficile à exprimer avec des mots, mais je comprends ce que tu ressens. J'ai eu même des leçons par des DJ qui disaient « Regarde bien qu'est-ce que je vais faire pour ramener aussi les gens sur la piste de danse. » Mais tu développes ça. Ouais. C'est un sixième sens. Mais j'aimerais que tu me parles un peu de ça. Parce que c'est difficile de mettre des mots sur ça. Oui, je vais essayer. C'est sûr que... Le flair du DJ. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec la foule, avec la musique, dans le fond. On peut les amener où on veut, on peut les faire réagir comme on veut, comme on peut. Fait que dans le fond, oui, si on essaie de développer ce sixième sens-là, ça va venir parce que la foule est là, qu'on peut jouer avec. On voit le résultat de ce qu'on fait. On met cette musique-là, il y a telle réaction, on le sait ce que ça donne. On sait où est-ce qu'on va aller. On peut jouer avec la foule comme ça. C'est psychologique. C'est vraiment le fun. Et c'est plaisant. Ben oui, parce que... Plaisir, c'est toi qui as l'influence directe. C'est un contrôle. Ben oui, c'est ça. Toi qui es une ex-rockeuse, on va tomber dans la section goût personnel, spécialement en dance music et disco. Tes tunes favorites. On peut parler aussi du style Door. On en parle souvent au FM 103.3. Bob Astigi parle de ça souvent, le Dance Oriented Rock. On a vu ça dans les années 80, des groupes rock, mais la chanson est dirigée vers la danse. Ouais. Mais j'aimerais que tu me nommes certains des tubes que tu as le plus appréciés en carrière et que peut-être tu fais encore jouer, qui sont dans tes tunes favorites personnelles. Oh mon Dieu! Ça, c'est la 2 ou 3 qui te passent par la tête. Parce que c'est difficile de faire un top 10, mais 2-3 qui te passent par la tête, tu dis, j'ai bien apprécié cette chanson-là. Ben, tu sais, c'est surtout plus vieux, dans les années 70 ou 80 aussi, mais il y en a beaucoup. Là. Je peux bien t'en nommer un ou deux, mais c'est plus vaste que ça. J'aime tout. Ben, dis-moi en un ou deux, OK, il y avait, mettons, dans le disco, il y avait Don Hartman, mettons, Relight My Fire. Ça, c'est une chanson qui a... Puis l'intro était longue. Oui, mais c'était des pièces castrales, etc., mais tu te tannes pas, là, tu sais. Puis, la chanteuse dans ce morceau-là, c'est Loletta Holloway, puis ça, c'est ma préférée. Wow. Cette chanteuse-là, quasiment en général, j'aime ça. James Brown, je veux dire, n'importe quoi. Le Payback. N'importe quoi. Ben oui. J'aime tout. Je sais pas, moi, j'ai d'autres groupes aussi dans l'alternatif aussi, Front 242. As-tu aimé Dépêche Mode? Oui, mais c'est devenu commercial beaucoup, hein, tu sais, ça c'est comme U2 un peu, là. Au début de U2, je veux dire, c'est pas la même chose après. Ça. Ben non, ils ont même fait du disco. Ben ouais, tu sais, fait que ça va large, là, dans le fond. J'aime beaucoup de choses. Ben, je vais poursuivre dans la même veine. Chaque DJ a ce qu'on appelle, moi c'est comme ça, je désigne ça, un as dans sa manche. Une ou deux chansons qui, quand il est dans le pétrin, il voit son plancher de danse qui est rétréci. Il sait qu'il va faire jouer ça, il va avoir une réaction. Dans ton cas, une ou deux chansons que tu savais que tu pouvais mettre n'importe quand puis que tu aurais du succès avec ça. Bien, c'est certain. Si on parle, on va dire, mon meilleur temps au Bilitis ou quelque chose comme ça pourrait être, à l'époque, c'était Madonna. Ben oui. Fait que c'est certain, là, je veux dire. Mais tu sais qu'il y a des périodes, il y a des soirées comme ça. T'auras beau faire jouer le hit de l'année, là. Plus difficile. Ça marche pas. C'est-tu à pleine lune? C'est-tu parce qu'il pleut? C'est-tu pas ça? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est... On va y aller un peu parce qu'il ne reste presque plus de temps déjà. Le temps passe vite. Tu pourras revenir. C'est ça, discuter avec une bibliothèque. Question suivante. Le morceau qui accroche, on pense souvent au rythme, le fameux hook, la bass. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait un bon hit ou un bon tube dance qui va faire bouger selon Suzanne Etier? Faudrait demander ça aux producteurs qui font les chansons parce que... Des choses que tu as remarquées, tu as dit...
Moi, je sais, je dis toujours ça, les DJ avec qui j'ai travaillé ou que j'engageais pour faire flashback à faire du dance music, j'ai toujours deux mots, up-tempo, bass. Si ça, c'est là, habituellement, avec une belle mélodie, ça fait des hits. Oui, mais, tu sais, regarde, tu sais, il y a le low tempo, le beat pas vite, là. Ouais. Mais si on est dans le funky, là, Ouais. ça a du groove, là, tu sais. Exact. C'est pas plat, même si le beat est pas vite. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut être bien up tempo, peut-être ça peut bien taper ses nerfs. Mais peut-être une chanson comme on en parlait au téléphone, toi et moi, Let Me Love You for Tonight de Caria. Oui. C'est pas up-tempo, mais il y a quelque chose là-dedans, comme tu dis, qui est groovy. Bon. Dès les premières notes, ça vient te chercher. Oui. Tu sais? Mais c'est le petit beat un peu funky qu'il y a dans ça, puis un petit peu, ça vient te chercher. Mais c'est ça que ça prend. C'est pas c'est la vibe qu'il y a dans. Ça, c'est les musiciens, les producteurs qui font en sorte que le son, tout ça, va être. Autre question obligatoire au DJ. Tu te définis comment dans ton style, ton approche, dans l'effet recherché? Si tu exprimes ton style en quelques phrases, Suzanetti en tant que DJ, c'est quoi qu'elle recherche? Mon style, j'en ai pas. Okay. Tu vas dans toutes les directions, oui. comme nous ici? Oui. Tout simplement. Oui, moi, je peux partir. Tu sais, mon show qui joue à Axit. Oui. Chaque deuxième samedi du mois. Okay. Là, je fais ce que je veux, j'ai carte blanche. Merci à Yves Allaire qui me permet de faire ça. Je vais n'importe où. Le titre de mon show, ça s'appelle le Winnebago Show. Oh, Winnebago, pourquoi? Parce qu'avec un Winnebago, on va partout. C'est ça. On arrête quand on veut, on repart quand on veut, on va où on veut. Alors, dans la musique, c'est ce que je fais. Tout y passe. Essaie de me répondre en une phrase ou deux. C'est quoi la recette du bon DJ? Être à l'écoute de sa foule. Je savais que tu me disais ça. Ça c'est sûr, il faut être à l'écoute de sa foule. Il faut essayer d'avoir un fil conducteur aussi. Tu sais, la musique, ça génère de l'émotion. Fait qu'il faut aller jouer avec ça. Eux autres sont là pour oublier leur semaine, oublier leurs problèmes, etc. Puis c'est ça qu'ils vont danser, ils vont réagir, c'est des réactions. Il faut aller chercher ça. Fait qu'il faut les écouter, il faut savoir à qui on a affaire aussi. Un peu ce que je fais. Oui. Ça va l'écouter. C'est pas toujours facile, des fois. La différence entre Suzanne Etier à ses débuts et maintenant en tant que DJ? C'est sûr que tu as plus d'expérience, tu connais plus de chansons, mais y a-tu vraiment une différence? Oui, parce que j'en connais plus que j'en connaissais, mais c'est certain. Mais j'ai une meilleure compréhension de la musique aussi aujourd'hui. C'est un peu dur à expliquer, là, mais oui, j'ai beaucoup de bagages, bien plus qu'avant, c'est certain. Il y a 30 ans qui ont passé. Oui, c'est sûr. Poser la question, c'est y répondre finalement. Oui, puis moi, ben, je joue aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui aussi, je la joue. Là, fait que je suis là-dedans aussi, là, tu sais. Est-ce qu'on peut dire que le DJ, finalement, le métier qu'il pratique, on ne pourrait pas trouver plus spontané que ça? C'est la spontanéité même, le DJ. Oui. À moins qu'il soit vraiment dans la chaise berçante. Là. Exactement. Je veux dire, c'est sûr qu'on a déjà une base, mais on arrive, je veux dire, on y va avec la façon, l'événement, là, tu sais. Moi, ma définition de la musique, on peut dire aussi du dance music, parce qu'il y a du rythme, c'est le langage international des humains. Tu dirais quoi, toi, sur la musique, le dance music? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, dans ta définition du dance music et de la musique en général? La musique adoucit les mœurs, ça, on le savait. Alors, mais ça peut rendre agressif aussi. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, en général, non, moi je dis que ça va toucher beaucoup de personnes, n'importe qui, dans le monde entier. Il faut être musicien aussi pour être DJ, en quelque part. En quelque part, on est musicien, même si on ne joue pas un instrument. Non, oui, mais il y a une compréhension de la musique. Hein, je veux dire, il faut comprendre comment ça fonctionne, la musique, les temps, etc. C'est ça. C'est pas juste le son, c'est pas juste le beat, c'est les temps. Oui. Je passe mon temps à faire ça, moi, de compter des temps, faire arriver le mix d'une parole ou dans le piano, je mixe dans les harmoniques, des choses comme ça. Du double beat aussi, j'en fais beaucoup. Fait que il faut comprendre la musique pour pouvoir faire ça. Là. 2 dernières questions, tu me réponds par une phrase. C'est quoi l'avenir du dance music? Parce que ça en est passé des choses, là, spécialement depuis 2-3 ans.
c'est plus la même chose. Mais tu vois l'avenir du Oui. dance music comment, en une phrase? Ben, ça mourra jamais. Ça mourra jamais. Il y a juste la façon de la faire qui va changer avec les époques, d'après moi. C'est quoi une belle soirée réussie pour toi? Quand tout le monde est content. Ouais. Ah oui. Ah Et en oui. redemande à Quand 3h ils ont- moins quart. Oui, quand ils ont trippé, là. Je veux dire, ça, c'est... C'est quoi ton plus beau souvenir? Es-tu capable d'en nommer un qui te passe par la tête? Tu dis telle soirée ou tel événement? La rencontre de Robert Ouimet au Limelight. Ah. Ça, c'est... Ah, c'est sûr que c'est quelque chose. Je pense que c'est ton mentor. Oui, c'est mon maître à penser depuis 40 ans passés. Et là, on trahit notre âge, hein? Mais je veux dire, cette rencontre-là, c'est ça qui a, on va dire, tout changé, qui a fait évoluer ce que je voulais être. Puis encore aujourd'hui, c'est mon ami, c'est mon grand ami. Puis il joue encore. On peut le saluer parce qu'il va sûrement t'écouter. Oui, Robert, je te salue, mon Robert. Lui, il est en avant de tout le monde encore. Up to date. Je le suis, puis je m'en inspire. Quel conseil encore. tu donnes aux jeunes DJ qui regardent ça? Ça les interpelle, ça vient les chercher. Mais en une phrase, tu leur dis quoi pour peut-être les influencer ou ils n'osent pas? Ils veulent être DJ. Tu donnes quel conseil, musicalement parlant, aux jeunes DJ? Ben, moi, je dirais qu'il faut aller faire de la recherche musicale en arrière, parce que là, si on parle des jeunes DJ, Ouais. ils n'ont pas connu le avant, C'est ça. comment ça fonctionnait avant, l'évolution de la musique. Il faut aller chercher du bagage, hein, parce que C'est ça. ce qui joue aujourd'hui, là, ça n'a pas été inventé aujourd'hui. Exact. Ça vient d'ailleurs. Oui. Fait que quand on découvre ça, là, c'est fantastique. Suzanne, je vais prendre un cliché, mais c'était fort intéressant. J'espère qu'on va se reprendre. Tu vis une belle passion inépuisable et tu représentes une véritable bibliothèque, pour ne pas me répéter, du dance music. Félicitations pour cette belle longévité. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer et puis je te souhaite une belle continuité parce que j'ai l'impression que jamais tu vas en avoir assez de faire jouer de la musique et tu vas pas jamais te tanner du dance music. Non, j'ai pas encore fini. Puis je voudrais juste Oui. dire un petit mot vite. Ben là. oui, certain. Tous les amis qui m'entourent, des amis DJ que j'ai retrouvés, des nouveaux qui sont devenus mes amis aussi. Je suis pas arrivée là tout seul. Là. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé, qui m'ont Oui. donné tu sais, qui m'ont permis d'aller faire ce que je fais aujourd'hui, qui m'encouragent puis qui m'écoutent encore, ça. puis qu'on est une belle gang. Moi, je les aime, puis ça me donne du gaz. Puis je vais C'est continuer bien. tout le temps parce que j'aime trop ça, puis j'ai le goût d'en donner. Ben, merci beaucoup, Suzanne. Merci On se reprend. Stevie, c'est bien gentil. À la prochaine et je te souhaite une belle fin de journée. Merci à toi aussi. Maintenant, Bye. vous êtes amateur de chasse et de pêche, un endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, un chic type, le propriétaire qui est pratiquement toujours sur place. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, un de nos partenaires ici important. C'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait. Le respect du client, c'est très important. On ne va pas vous changer les morceaux pour rien. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Ce sont les tops de la mécanique et du débosselage. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, avec notre deuxième invité, nous allons aborder un sujet de plus en plus populaire en cette période difficile et de solitude favorisée par la crise, soit les responsabilités et raisons de l'adoption d'un chien. C'est une très bonne idée, utile, positive, mais ça demeure un pensez-y bien. Et pour évaluer, analyser le tout, nous recevons maintenant notre chroniqueuse experte en la matière, l'aimante inconditionnelle des animaux de J'aime ton chien, Maryse Chauvette. Bonjour Maryse. Bonjour Stevie. Ça va bien? Mais oui, toi? Comment va Bjorn? Bjorn va très bien. Bon, Bjorn, c'est son chien qui est un berger allemand. Je vais aller droit au but. Je vais me faire bref parce que la crise du COVID a suscité une vague d'adoption peut-être irréfléchie. Les gens s'ennuient, spécialement les personnes âgées. Mais le résultat, c'est beaucoup d'abandon multiples. Et je pense que toi qui adores les animaux, c'est difficile à constater pour toi. C'est la raison de cette chronique aussi pour éviter. Mais j'aimerais que tu me glisses un mot là-dessus, parce que c'est beau éviter, pas éviter, mais je veux dire adopter. Mais comme on dit, il est cute, ouais, mais il y a des besoins puis il fait des crottes.
Puis si tu es pour l'abandonner 6 mois après, je pense que ça, toi, ça te fait quelque chose, j'en suis certain. Mais j'aimerais que tu me dises ton opinion là-dessus. Oui, bien, c'est sûr que d'adopter... Avant qu'on procède. Oui, non, c'est bon. Mais d'adopter un animal, ça vient, oui, effectivement, avec beaucoup de responsabilités. Puis souvent, bien, l'humain, on va penser un peu plus à nos propres besoins quand on prend des décisions. Puis avec nécessairement le confinement, il reste qu'on avait un besoin affectif à combler pour la plupart des gens qui sont allés se chercher un animal de compagnie. Et effectivement, ça me brise un petit peu le cœur ces temps-ci, spécialement après le temps de Noël. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire qui sont capables de prendre leurs responsabilités par rapport à l'animal. Il y a des problématiques et aimerait le relocaliser, savoir si je connais des gens pour le replacer et tout ça. Puis c'est sûr que ben, les refuges se remplissent et à la pension, ben, on a aussi des chiens en réhabilitation qui étaient destinés à l'euthanasie. Donc c'est sûr que je suis pas neutre par rapport à cette... à ça. Moi, ce que j'ai préparé de mon côté, c'est les questions à se poser, les vraies questions avant d'adopter. C'est quoi l'erreur, la première, qui est faite dans une adoption hâtive et irréfléchie? C'est quoi la première erreur que les gens font avant que tu procèdes avec ta chronique? Oui, la première erreur, c'est d'y aller avec l'impulsivité. Je veux un animal maintenant, tout de suite. C'est une décision qui se prend maintenant. Mais c'est pas un jouet. Non, et souvent, ce qui arrive, c'est que ça va venir un petit peu n'importe où parce que les élevages ont une longue liste d'attente, ça va décourager ceux qui veulent l'adopter tout de suite maintenant et finalement vont adopter d'ailleurs. Et là, ça fait en sorte qu'au niveau il y a des problématiques au niveau de la génétique ou autre, parce que les gens n'ont pas nécessairement l'expérience ou les compétences pour... Je vais te laisser maintenant procéder. J'irai aussi après avec mes quelques questions, les points importants quand on veut adopter. Oui, c'est ça. On parlait de responsabilité, comme on avait discuté. Donc, en tant qu'humain, je pense qu'il faut être responsable de nos propres choix parce que notre vie, on l'a fait. Donc, tout ce qu'on a alentour de nous, ben, c'est le résultat de nos choix. Okay? Donc, on est responsable de nos choix, de nos actions et de nos paroles. Donc, c'est vraiment juste important de prendre la responsabilité de quelle est notre responsabilité là-dedans. Donc, quand on prend la décision d'adopter un animal, c'est un choix, comprends? Et ça doit être un choix qui est conscient. Parce que oui, ça va venir effectivement avec des répercussions et c'est pas sur un coup de tête que j'adopte un animal et demain matin, il repart. Non, ça marche pas assez de comme temps ça. aussi à lui consacrer. C'est ça, mais rendu là, quand on prend le choix conscient, il faut se poser 3 grosses questions. Donc, c'est quoi mes objectifs? Donc, pourquoi je veux adopter un animal? Si je prends conscience de pourquoi je veux adopter un animal, bien, est-ce que l'adoption d'un animal est vraiment nécessaire ou j'ai des besoins ou des choses à aller travailler sur moi-même pour justement être capable de satisfaire mes besoins? Parce que si c'est un besoin qui est affectif parce que je me sens seule, il y a un besoin de solitude, à ce moment-là, ça se peut que un coup que le confinement est passé, que je retrouve un peu une vie normale, mais j'ai moins besoin de cette affection-là et donc là finalement ça me convient plus. Fait que c'est important d'aller regarder c'est quoi mes objectifs par rapport à l'adoption. Est-ce que vraiment c'est ça que je veux? C'est ça qui va combler mes besoins. Parce que c'est un contrat de 15 ans, en quelque part. Oui, bien ça dépend, là, entre 9 et 20 ans, tout dépendant, là, plus son petit, plus... Mais grosso modo, là, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais. Oui, ensuite de ça, il y a le style de vie. Donc, tu sais, on a vu le pourquoi, c'est pas l'objectif, mais il y a le style de vie. Est-ce que j'ai le temps, moi, dans mon quotidien, de m'occuper d'un animal? Puis encore là, mon style de vie, est-ce que je voyage beaucoup? Si je voyage beaucoup, ça veut dire qu'il y a des frais à considérer pour un service de pension si jamais il n'y a personne pour le garder. Est-ce que j'ai des ressources pour faire garder mon animal? Est-ce que j'ai le temps de le faire marcher, de combler ses besoins? On en reviendra pour les besoins, là, mais donc, est-ce que j'ai vraiment le temps de m'occuper d'un animal, tout dépendant c'est quoi le type de chien aussi? Puis la dernière question... moi, personnellement, ce que je trouve particulièrement injuste, si tu n'as pas le temps, tu es pour laisser le chien à la maison seul. Je pense que ça, c'est assez pour dire on ne doit pas adopter. Puis je pense que c'est pour ça que moi, j'avais souvent des chats à l'époque, et j'en avais 2. Mais un chat demande moins de soins. Puis 2 chats, ben, ils ne s'ennuieront pas comme s'ils étaient seuls, tu sais. Puis je trouve ça particulièrement, comme je le dis, je me répète, injuste d'adopter un animal et de le laisser seul, spécialement bébé à la maison. Oui, mais c'est d'une tristesse. Mais encore là, des fois, ça dépend aussi du côté financier de la personne. Parce que si la personne, elle travaille, mais elle a de la ressource pour venir le promener.
c'est toujours, c'est jamais tout noir, tout blanc. Il y a toujours des petites zones de grise par rapport à ça, il faut faire attention. Fait qu'on prend conscience de nos objectifs, notre style de vie, puis c'est quoi le type de chien qu'on veut. Là, j'ai fait 3 catégories des types de chiens qu'on veut. Selon la présence des enfants ou l'âge aussi de celui qui adopte. Oui, mais aussi selon nos objectifs. Parce que si je vais me chercher un chien de travail, ben il faut que je prenne conscience que d'aller me chercher un chien qui est d'une lignée de travail, il va être intense dans ses comportements, puis il va avoir besoin de beaucoup d'entraînement. Et si mon but, c'est d'avoir un chien de travail pour une fonction précise, compétition, agilité, sport canin, tout ça, ben c'est sûr que je prends conscience que je vais avoir beaucoup de temps d'entraînement à mettre sur le chien. Donc, si j'ai pas ce temps-là, c'est peut-être pas le bon choix. Et encore là, je peux aussi être plus dans le je veux aider un animal qui est en souffrance, donc dans un rescue, un chien qui a plus de problématiques, mais il faut que je prenne conscience que ça va venir avec l'entraînement encore une fois. Il faut que je le réhabilite. Donc, tu sais, il y a le temps de réhabilitation, il y a le temps qu'on va devoir consacrer dessus. Et si c'est un chien de famille, bien, c'est sûr qu'il y a un gros volet sur l'éducation de l'humain, des enfants et du chien. Parce qu'il y a l'humain qui doit s'éduquer aussi par rapport au chien, puis ça, on y reviendra dans les responsabilités plus. Les enfants jeunes. Oui. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir des chiens qui auraient un potentiel agressif ou des gros chiens, avec même s'ils ont la réputation de protéger les enfants, les chiens, ils ressentent que c'est un enfant. Mais qu'est-ce que tu dis là-dessus? Quand on dit que tu as 1 ou 2 jeunes enfants là, qui ont quelques mois à peine, est-ce que c'est recommandé ou pas? Bien, ça dépend, tu sais, parce que autant qu'on pourrait adopter un chien qui vient d'une super bonne élevage, puis finalement le chien vers 6, 7, 8 mois, vers la poussée hormonale, commence à faire de la protection de ressources, puis c'est des comportements agonistiques, donc avec l'agressivité. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, ça dépend toujours du contexte en général. Si j'adopte un chien qui est rescue, puis en temps normal, les refuges ne vont pas vendre un animal à une famille avec des jeunes enfants s'ils savent qu'il y a une problématique ou que c'est trop risqué ou qu'ils ne pourraient pas avoir le temps de combler les besoins. Mais au niveau de répondre précisément à la question, je pense qu'encore une fois, c'est pas tout noir, tout blanc, parce qu'il peut y avoir des familles avec des enfants qui vont bien s'en occuper. J'ai des enfants et je m'occupe bien de mes animaux, mais c'est d'être capable aussi, encore une fois, de s'éduquer pour savoir comment je peux prévenir les comportements agonistiques, donc les comportements d'agression. Puis après ça, ben, s'il y en a qui apparaissent, ben, il y a des ressources. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'animal, puis qu'au final, il y ait une harmonie dans la famille. Donc, s'il y a une éducation des enfants, du chien, des propriétaires, il y a moyen de faire fonctionner. Et pour les enfants, il n'y a pas moins de danger à adopter un chat qu'un chien? C'est à peu près la même chose? Il peut y en avoir des chats qui mordent et qui crient, c'est ça. Non, mais on a tendance à penser mais c'est la même chose, finalement. Oui, mais tu sais, c'est sûr que si j'adopte un chien qui est plus gros ou qui a une dangerosité plus élevée ou que sa génétique est moins bonne et que je le mets dans un contexte avec des enfants, c'est pas optimal. C'est ça. Mais ça existe quand même. J'ai une cliente, justement, que j'ai vue, j'ai emmené son chien en fin de semaine, puis le chien vient d'un refuge. C'était super difficile auparavant parce qu'il se faisait... en fait, il vient du Maroc et il se faisait tirer dessus, de chasse, si on veut, là, de ce que j'ai compris. Mais le chien est super doux avec les enfants, et même s'il y a un background qui est hyper difficile. Donc, des fois, c'est juste de regarder un peu c'est quoi les possibilités, puis qu'est-ce qu'on va travailler pour être sûr que ça se passe bien. Si tu me permets, il y avait un article qui a défilé sur le web la semaine dernière et j'ai pensé à toi. Tu t'en venais ici à l'émission. Parmi les responsabilités, bien, il y a les coûts. Combien il en coûte pour adopter un animal en 2022? Ils disent entre 3 500 $ et 4 400 par année pour posséder un chien, parce que tu as la nourriture, là, ils donnent les frais avec ça, les visites de routine au vétérinaire qui sont très importantes, parce que c'est ça, c'est un être vivant. Les soins dentaires et de beauté, là, ils donnent, je vais vous éviter les détails, mais le montant. Les jouets aussi, parce qu'il faut que tu donnes des jouets à ton animal quand ce ne sont pas des os. Les sacs pour les besoins, tout ce qui a trait à la prévention, les séjours en pension, comme tu le disais tantôt. Puis parfois, un chien ramené à la maison, en partant, c'est 3 000 $. C'est-à-dire, il y a des races qui coûtent plus cher que d'autres. Qu'est-ce que tu nous dis comme conseil là-dessus? Est-ce que c'est un must de faire stériliser
son animal? Oh mon Dieu, j'ai pas encore parlé de la stérilisation, OK, ça parfait. fait pas partie de mes Parfait. rôles. La seule chose que je peux dire pour ceux Parce qui qu'il y a sont les vaccins, la cage, et ainsi de suite. oui, mais pour ceux qui sont intéressés par rapport à l'opinion sur la stérilisation, moi je vous recommande le livre qui s'appelle La castration, qui a été écrit par un docteur vétérinaire comportementaliste d'Europe, OK. qui s'appelle Dr Joël de Haas. Et lui, il a écrit un super bon livre qui répertoire toutes les études qui ont Bien été vulgarisé. faites. Oui, mais vulgarisé, Ok. je suis pas certaine. Je l'ai Ok. bien compris. OK. Mais bref, ça répertoire vraiment toutes les études qui ont été faites. Qu'est-ce que ça a comme conséquence à la stérilisation sur le comportement, sur les maladies aussi physiques, génétiques, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça va donner une opinion Ah oui. vraiment plus neutre par rapport à c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients d'une stérilisation. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Sinon, je pourrais me faire taper sur les doigts. Non, mais c'est bien, c'est bien de le préciser. Oui, oui. On va prendre une pause, ma chère Maryse, puis j'ai une devinette pour toi que j'ai préparée avant la pause, parce que les chiens raffolent des os. Un os, pour un chien, c'est un trésor. Quel est le plus grand rêve de tous les chiens? Je sais pas. C'est déterrer un squelette de bœuf. On va prendre une pause, donc je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Une belle ambiance qui vous attend sur place, il y a un très beau menu. Et cette chronique sur le comportement canin est une gracieuseté de J'aime ton chien. Nous sommes en compagnie de la dirigeante et propriétaire, notre chroniqueuse, Maryse Chauvette. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire, justement, à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live. Et la propriétaire est ici avec nous, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, que ce soit pour un simple ajustement sur le comportement, ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Et évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Pour consulter et justement confier son animal en toute confiance, parce que Maryse, elle est très gentille et c'est une experte en la matière. Dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Donc, le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Et je vous parle d'une nouvelle association également avec Bâton Rouge, avec le retour des gyms. C'est un gym qui se démarque par les services offerts et son équipement, soit le Classic Gym qui est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés sur place qui vous attend, une très belle salle de musculation variée et vous êtes adepte de bodybuilding ou tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme, Classic Gym est le centre pour vous. Et un fait très convaincant sur ce superbe gym, ça existe déjà depuis 4 décennies, donc ça veut tout dire sur l'expertise sur place. Très belle ambiance qui vous attend. Donc, c'est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne, le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. J'ai une question pour toi, avant que tu poursuives et que tu termines ta belle chronique. Le museau de l'animal, dans notre cas, on parle du chien, c'est le point probablement le plus sensible, son point faible. Et savoir le punir, l'avertir, pour certains, ça veut dire frapper sur le museau. Et dans la section à faire et à ne pas faire, est-ce que c'est à proscrire, ça, de frapper son animal sur le museau? Bien, c'est à proscrire parce que de toute façon, on va le frapper pour quel contexte, pour quelle raison, puis est-ce que le chien va faire une belle association par rapport à ça? Au final, il va juste te prendre en aversion. Il va juste avoir une mauvaise association, puis il va avoir de la peur qui va se créer. Oui. Je te laisse poursuivre, ma chère Maryse. Donc, on change de page. On était rendu par rapport aux responsabilités. Je voulais discuter justement des soins, parce qu'on en a discuté au niveau des coûts, là, que c'est quand même des bons coûts. Oui. C'est sûr qu'au niveau des On soins... ne peut pas contourner ça. Non, au niveau des soins, oui, effectivement, il va y avoir des soins de toilettage, esthétique, etc. Mais tu sais, même si c'est toilettage, on a tendance à voir ça esthétique, mais il y a aussi un volet qui est santé, parce que si je ne coupe pas les griffes de l'animal, ben, il peut se blesser avec la griffe qui va éventuellement rentrer dans le coussin. Ouais. Puis reste que ça va faire aussi des malformations si les griffes sont trop longues parce que les pattes vont être mal positionnées. Donc il y a un volet qui est santé aussi par rapport à bien entretenir le chien, otite, prévenir les otites, les griffes, etc. au niveau toilettage. Vétérinaire aussi, oui, c'est important pour justement s'assurer que notre chien n'ait pas de problème qui se développe et qui reste en santé. Mais je voulais aussi discuter au niveau des soins de la santé physique de l'animal. Okay? La santé physique et la santé mentale, que je vais discuter juste après. Parce qu'il y a des besoins affectifs, le chien. Oui, mais au niveau de la santé physique, souvent la santé mentale, ça va être sous-estimé. Hein, que
la santé mentale en général, les problèmes de santé mentale, c'est déjà tabou pour l'humain. Donc, de penser que notre animal en a peut-être, c'est encore plus tabou, mais ça existe quand même. Fait qu'on va voir un peu plus loin c'est quoi mes recommandations par rapport à la santé mentale. Mais santé physique, quand on parle d'adopter un animal, au fond, en termes de responsabilité du propriétaire de chien, c'est important, surtout si vient d'un éleveur, d'aller regarder s'il y a eu des tests au niveau des maladies génétiques, des radiographies, des coudes, des hanches, tout simplement parce qu'un bon éleveur va vraiment aller valider que son chien n'a pas de problématiques génétiques qui sont transmissibles de façon héréditaire. Parce que comme si on prend le boxeur ou le pistoleur, ils vont avoir un très haut pourcentage de maladies génétiques. Donc, si on reproduit des chiens un peu n'importe comment, sans prendre en considération est-ce qu'il y a des maladies génétiques qu'il va transmettre à ses chiots et que finalement, les chiots ne vont pas avoir une belle espérance de vie, c'est pas très éthique non plus. Et quand on regarde le prix de l'adoption d'un animal, oui, ça paraît élevé, sauf qu'un éleveur qui fait de façon consciencieuse va avoir investi dans les coûts de génétique, dans les coûts de s'assurer que le chien qui est reproduit n'aura pas de dysplasie de la hanche, pas de problématique au niveau des articulations non plus. Donc, il y a tout ce volet-là qui est côté santé. Et quand on va adopter, la propreté de l'endroit veut tout dire aussi. Hein? Oui, puis tu sais, au niveau de ça, ben, ça justifie le coût des éleveurs. Parce qu'il y en a qui vont le faire, qui vont vendre le chiot le même prix que l'éleveur qui lui vient d'investir énormément d'argent pour s'assurer que les chiots qui reproduisent sont en santé et ils vont rester en santé toute leur vie. Donc, il y a ça qu'il faut aller regarder, puis ça fait partie de notre responsabilité. C'est pas de dire « Ah, c'est de sa faute ». Non, c'est de notre faute. On prend la responsabilité, on n'a pas fait nos recherches pour s'assurer que c'était fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il y a l'exercice physique, bien entendu. Oui, parce que ça prend une marche par jour. Il faut faire bouger nos animaux. T'sais, nous, on va bouger beaucoup dans la journée, mais si l'animal fait de la cage, ben, c'est intéressant qu'il puisse bouger aussi, explorer, etc. Donc, ensuite, volet santé mentale, c'est aussi important parce que, comme je le disais, la santé mentale, c'est un peu tabou pour l'humain, mais c'est encore plus pour les chiens. C'est ça. Et il existe vraiment des problèmes. Il peut être dépressif, ton chien. Oui, il peut avoir des problèmes de santé mentale. Oui, puis il y a même des troubles neurologiques, puis des choses comme ça. Donc, encore une fois, si je regarde un peu la génétique des parents, ça va me donner une bonne idée de est-ce que mon chien est prédisposé finalement à des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'il y a des obsessions, les parents? Est-ce qu'il y a des problèmes neurologiques? Est-ce qu'ils font de l'agression excessive? Donc, il faut aller regarder tout ça. Puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un 60 à 80% des comportements qui sont de source génétique. Donc, si je prends une femelle, par exemple, qui fait de l'agression de distancement, ben les chiots sont prédisposés à en faire. Donc, c'est sûr que quand je suis un éleveur qui n'est pas consciencieux, que je les reproduis, ben en même temps, j'en vois dans la société des chiens qui ne sont pas nécessairement sains d'esprit, qui ont une prédisposition à. Habituellement, ça va apparaître vers l'abus hormonal, donc vers 8 mois. Ouais, OK. Oui, si tu avais un dernier point, on est un peu bousculé par le temps. Oui, c'est vrai. Continue, Marie. Donc, non, c'est intéressant. au niveau de la santé mentale, il faut combler aussi ses besoins. Donc, masticatoire, intellectuel aussi. Donc, les jeux qu'on parlait tout à l'heure, c'est des jeux pour le faire travailler. Procurer un bon guide aussi, comme tu disais tantôt. Ben, c'est que quand j'y offre de la mastication, du travail intellectuel, un 15 minutes, c'est équivalent à une heure d'exercice physique. Donc, c'est énorme au niveau de la dépense énergétique. Et deuxième chose, c'est que ça va sécréter des hormones qui sont calmantes. Donc, ça va aller diminuer automatiquement le niveau de stress et d'anxiété des chiens en général. Donc, ça va être vraiment bénéfique au niveau physique, mais mental. Donc, ça, c'est super important. Puis, au niveau de la responsabilité civile, c'est sûr que mon premier point, ça va être que les propriétaires de chiens doivent s'éduquer par rapport à comment leur animal communique. Parce que si ils nous offrent des signaux, et faut savoir les interpréter, et qu'on les voit pas parce que ça passe inaperçu, parce que si on ne connaît pas c'est quoi des signaux d'apaisement et des signes de stress, c'est sûr que ça va passer un petit peu inaperçu, puis à ce moment-là, ben, il va y avoir une évolution des comportements, puis ben, on va s'en rendre compte quand le chien va commencer à grogner, montrer les dents, puis vouloir mordre. Donc si on a une bonne conscience de qu'est-ce que mon chien essaie de communiquer. Après ça, c'est plus facile de prévenir et de s'assurer que le chien que je mets dans une société soit sain d'esprit et qu'il n'y ait pas de problématiques ou d'agression sur les gens, les autres chiens, etc. Donc, un dernier point rapide en une phrase ou deux. Mon Dieu, je voulais parler des fausses croyances. Je vais finir là-dessus, ça va être assez punché. Et énumère-les. Tu peux les énumérer, ça va être Première fausse croyance, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chiens, juste des mauvais maîtres.
Je voulais juste préciser que ça, c'est une fausse croyance, c'est complètement faux parce que, comme je l'expliquais, il y a un 60 à 80% des comportements qui sont de source génétique. Donc, même ça, c'est intéressant. Même si le maître a tout fait ce qu'il pouvait pour prévenir des comportements, reste qu'il y a une possibilité que s'il est prédisposé à faire de l'agression, par exemple, ben, que ça sorte quand même. Puis s'il est prédisposé à avoir des comportements plus de peur, d'anxiété, ça se peut que ça sorte quand même si le propriétaire a fait tout ce qu'il fallait ensemble. Mais ce qu'on peut faire, Maryse, garde ces 2-3 points. On commencera ta prochaine chronique avec ces points-là. Oui, c'est bon. Il ne reste plus de temps parce que je veux un commentaire en une phrase. Parce que quand on parle d'adoption irréfléchie, les gens qui vont donner en cadeau un chiot, ce n'est pas réfléchi. Un commentaire là-dessus, parce qu'on voit ça souvent. Et je pense que ça peut être un désastre à multiples façons. Qu'est-ce que tu penses de ça, donner un chiot en cadeau sans consulter les gens? Bien, c'est sûr que si les gens ne sont pas consultés, c'est pas idéal parce qu'on ne sait même pas si ils vont pouvoir correspondre et combler leurs besoins finalement. Je vais terminer en te racontant une petite histoire rapide. C'est justement l'histoire de 2 puces qui sortent du cinéma. La première puce dit à l'autre « Ah, mon Dieu, à la sortie du cinéma, il pleut. » Puis l'autre puce répond « On marche ou on prend un chien? » La connaissais-tu celle-là? Non, OK. Je te remercie. En terminant, pour les gens qui veulent te rejoindre, on peut te rejoindre via le net. Tu as un site, évidemment. Oui, j'ai un site web au www.jmtonchien.ca. Sinon, sur ma page Facebook, Instagram, j'y vais moins. Donc, page Facebook, J'aime ton chien. Habituellement, je réponds assez rapidement. Merci, Maryse. Tu es vraiment une grande passionnée des chiens. Je veux dire, ça saute aux yeux. On va se reprendre prochainement puisque tu fais partie de l'équipe. C'était fort intéressant. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. C'était vraiment une belle chronique que tu nous as livrée. Merci beaucoup. En terminant maintenant, je vous parle du Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement dur à trouver puisque c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, située au 351 Notre-Dame à Repentigny, justement. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, le Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. En terminant, suite à ce qu'on a vu cette semaine, les événements aux Oscars, je voudrais juste vous dire, on vit dans un monde de plus en plus fou, et ce qu'on a vu, la fameuse gifle, c'était irréel, et les réseaux sociaux ensuite éclatent. Et il se dit toutes sortes de choses, parfois du n'importe quoi. La comparaison que je vais vous faire avec ce que nous faisons ici, un peu sur YouTube et surtout sur Facebook, nous essayons, et je pense que nous réussissons à transmettre des notions et de l'information, tout simplement. C'est notre seule prétention. Sur ce, merci à nos 2 invités, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.